Je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans. Il y a quelques années, mes propres parents ont volé ma Porsche 911 de collection entièrement restaurée et ont falsifié ma signature sur des documents légaux de l'État juste pour la donner à mon petit frère, l'enfant chéri. Alors que j'étais à 500 km de là, assis au chevet de mon grand-père mourant à l'hôpital, priant pour qu'il survive à la nuit, mes parents m'ont regardé dans les yeux à mon retour et m'ont dit que mon frère possédait légalement ma voiture. Ils m'ont ri au nez, m'ont dit que j'étais totalement égoïste et m'ont ordonné de passer à autre chose parce que nous sommes une famille. Mais il y a une chose cruciale qu'ils ne savaient pas. J'avais des enregistrements de sécurité horodatés d'un distributeur automatique hors de l'État qui prouvaient leur contrefaçon sans l'ombre d'un doute. Et j'avais un avocat impitoyable prêt à déposer des accusations fédérales et étatiques. Et maintenant, ils supplient et pleurent, m'implorant de ne pas les laisser pourrir dans une cellule en béton pendant que leur vie de banlieue parfaite et leur stabilité financière s'effondrent complètement. Avant que je vous dise exactement comment j'ai démantelé leur image parfaite et leur ai fait payer pour chaque chose qu'ils m'ont faite, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la vraie justice. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons au moment exact où la trahison ultime s'est produite. Le trajet en bus Greyhound pour retourner dans ma ville natale a été un cauchemar absolument éreintant. Je venais de passer 2 semaines angoissantes dans l'état du Michigan. Dormant sur un lit de camp rigide et terrible à côté du lit d'hôpital de mon grand-père, regardant l'homme le plus dur et le plus résilient que j'ai jamais connu perdre sa dernière bataille contre une santé défaillante. J'étais physiquement épuisé, mes muscles endoloris par les terribles conditions de sommeil. J'étais émotionnellement vide, ne fonctionnant qu'avec du café de station-service bon marché et amer et la pure adrénaline du deuil. Tout ce que je voulais, c'était entrer dans la maison de mon enfance, prendre une longue douche bouillante pour laver l'odeur stérile du service hospitalier, et peut-être dormir 24 heures d'affilée. J'ai traîné mon lourd sac de voyage en toile le long de la longue allée en béton parfaitement entretenue de la maison de mes parents. C'était une maison qui semblait sortir de la couverture d'un magazine de style de vie de banlieue, avec le paysage immaculé dont ma mère était obsédée pour les réunions de l'association des propriétaires de son quartier. Le soleil de fin d'après-midi frappait la porte de garage blanche, j'ai tapé le code à 5 chiffres du clavier, entendant le bip électronique familier. La lourde porte en bois a vibré et a lentement grincé vers le haut sur ses rails métalliques. Je me suis figé sur place. Le sac de voyage a glissé de mon épaule épuisée et a heurté le béton solide avec un bruit sourd et retentissant. Le garage était complètement vide. Ma place désignée, l'endroit exact où j'avais minutieusement reconstruit ma fierté et ma joie absolue au cours d'une année entière de labeur, était complètement nue. La seule preuve que ma Porsche 911 de collection, entièrement restaurée, avait jamais été là était une légère trace de pneu en caoutchouc sur le sol poussiéreux et une minuscule goutte d'huile de moteur fraîche que j'avais eu l'intention d'essuyer avant de partir précipitamment pour le Michigan 2 semaines plus tôt. Mon cœur a commencé à battre violemment contre mes côtes. Une sueur froide et effroyable a perlé à l'arrière de mon cou et le long de ma colonne vertébrale. J'ai pensé qu'il y avait peut-être une explication logique et innocente à cela. Peut-être que mon père l'avait déplacé dans la rue pour pouvoir nettoyer le sol du garage ou organiser ses coûteux clubs de golf. J'ai sprinté jusqu'au trottoir, balayant du regard la rue de banlieue calme. Rien. J'ai couru vérifier la cour latérale derrière la clôture en bois. Rien. La panique a commencé à s'installer rapidement, me serrant la poitrine, mais elle a été presque instantanément remplacée par une prise de conscience sombre, profonde et horrifiante. Je me suis dirigé directement vers la lourde porte d'entrée en acajou. Je l'ai déverrouillée avec ma clé et je suis entré dans la maison. La maison sentait le poulet rôti, le romarin frais et les bougies à la vanille coûteuse que ma mère brûlait toujours quand elle voulait projeter une aura de bonheur domestique total. C'était l'image d'une famille américaine parfaite et heureuse. J'ai marché tout droit dans le couloir en parquet et suis entré dans l'immense cuisine à air ouverte. Ma mère, Sylvie, se tenait juste devant l'évier de ferme en porcelaine, séchant nonchalamment un verre à vin en cristal avec un torchon en lin blanc. Elle portait son cardigan beige immaculé et une expression parfaitement calme et sereine sur son visage. Elle ressemblait à une femme qui n'avait pas le moindre souci ou la moindre pensée coupable au monde. Je n'ai même pas dit bonjour. Je n'ai pas posé mon sac. J'ai exigé de savoir exactement où était ma voiture. Elle a légèrement sursauté, agissant parfaitement surprise de me voir, portant sa main à sa poitrine dans une démonstration théâtrale de choc. Elle a complètement ignoré ma question directe et a pris sa meilleure voix mielleuse et faussement maternelle. Elle m'a demandé comment s'était passé mon long trajet en bus et comment allait mon grand-père à l'hôpital,
évitant complètement le problème flagrant du véhicule de collection manquant. Je me suis approché de l'immense îlot de comptoir en marbre et j'ai frappé ma main ouverte sur la surface de pierre froide. Je lui ai demandé à nouveau, en gardant ma voix dangereusement basse et stable. Je voulais savoir exactement où était ma Porsche à cette seconde précise. Elle a refusé de croiser mon regard. Elle s'est concentrée entièrement sur le verre à vin en cristal dans ses mains, le frottant avec le torchon jusqu'à ce que le verre grince bruyamment dans le silence tendu de la cuisine. Puis elle a mentionné nonchalamment, presque avec légèreté, que mon jeune frère Thomas l'avait emmené sur son campus universitaire. Elle a dit qu'il avait désespérément besoin d'un véhicule fiable pour son trajet quotidien vers l'école. Et comme j'étais hors de la ville et que je ne l'utilisais pas, ils avaient pris une décision familiale exécutive de le laisser l'avoir. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Thomas a emmené ma voiture classique entièrement restaurée sur un campus universitaire chaotique. Il l'a prise après que j'ai spécifiquement, bruyamment et à plusieurs reprises dit à chacun d'entre eux qu'il n'était jamais, au grand jamais, autorisé à s'asseoir sur le siège du conducteur, et encore moins à mettre la clé dans le contact. Mon père, Victor, est entré dans la cuisine à ce moment précis. Il portait son pantalon de travail anthracite sur mesure et une chemise blanche impeccable, desserrant nonchalamment sa cravate en soie après une longue et dure journée à gagner son salaire massif à 6 chiffres dans son prestigieux cabinet comptable. Il m'a regardé, tremblant de rage, puis a regardé ma mère à l'évier, et il a su exactement ce qui se passait. Il n'avait pas l'air coupable. Il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air profondément agacé que je perturbe sa soirée paisible. Il a soupiré bruyamment, s'est dirigé vers le réfrigérateur en acier inoxydable et a sorti une bouteille d'eau pétillante. Il a utilisé sa voix condescendante de manager préféré. C'était exactement le même ton qu'il utilisait pour parler de haut à ses comptables juniors quand il faisait une erreur de calcul. Il m'a dit de me calmer immédiatement et d'arrêter d'être si incroyablement dramatique pour un tas de ferraille. Il a pris une gorgée de son eau, m'a regardé droit dans les yeux sans aucun remords, et a dit que la carte grise du véhicule avait été transférée légalement. Il a dit que c'était la voiture de Thomas. Maintenant, il a eu l'audace de dire que cela avait plus de sens financièrement et logiquement que l'étudiant universitaire occupé et le véhicule fiable et impressionnant pour réseauter et construire son avenir. J'ai senti tout l'air quitter violemment mes poumons. Je lui ai demandé de répéter. Je lui ai demandé comment diable une carte grise de véhicule d'État pouvait être transférée légalement sans ma signature explicite. Je possédais cette voiture. La carte grise était en sécurité dans un coffre-fort ignifuge rangé sous le lit dans ma chambre. Mes parents ont échangé un très bref regard. C'était un regard conspirateur fugace qui m'a absolument tout dit sur la profondeur horrifiante de leur trahison. Mon père a pris une autre longue gorgée de son eau et a dit qu'il s'était occupé de la paperasse fastidieuse pour moi afin que je n'aie pas à m'en soucier pendant mon deuil. Ils ont falsifié ma signature, ma propre chair et mon propre sang. Les personnes qui m'ont élevé ont commis un crime fédéral et étatique flagrant pour voler mon bien le plus précieux et le remettre à leur enfant chéri préféré. Ma mère est intervenue alors, abandonnant instantanément son attitude douce et attentionnée. Sa voix est devenue vive et amère. Elle a sèchement dit qu'ils étaient mes parents. Ils me fournissaient un toit. Ils savaient ce qui était le mieux pour la dynamique de la famille et que j'étais complètement déraisonnable et avide pour un stupide petit projet de restauration. J'ai sorti mon téléphone portable de la poche de mon jean. Mes mains tremblaient violemment, non pas de peur, non pas de tristesse, mais d'une rage si pure, si concentrée et volcanique. J'ai vraiment cru que ma vision devenait noire sur les bords. Je leur ai dit que j'appelais la police sur le champ pour signaler un vol de véhicule et une usurpation d'identité. Mon père a bondi à travers le large îlot de cuisine et a attrapé mon poignet avec une vitesse terrifiante. Sa poigne était douloureusement serrée, ses jointures blanches et son visage devenant d'un rouge colérique profond. Il m'a dit de ne pas être stupide. Il a dit que je le regretterais pour le reste de ma vie. Il a dit que je détruirais toute la famille et ruinerais le brillant avenir de mon frère pour ma propre fierté égoïste. J'ai arraché mon bras de sa poigne agressive, faisant tomber sa bouteille d'eau sur le sol. J'ai regardé les deux personnes qui étaient censées me protéger et m'aimer, et j'ai réalisé avec une clarté absolue quels étaient mes plus grands ennemis dans ce monde. J'ai regardé le visage rouge de mon père et l'expression choquée de ma mère. Je leur ai dit que quelqu'un allait certainement le regretter, mais que ce ne serait absolument pas moi. J'ai tourné les talons, suis sorti par la porte d'entrée sans prendre mon sac, et j'ai quitté la maison. Je n'avais aucune idée à ce moment précis de la guerre juridique de la terre brûlée que j'étais sur le point de mener.
Mais je savais une chose avec certitude. J'allais réduire en cendres leur monde parfait et immaculé et saler la terre pour que plus rien n'y pousse jamais. Pour vraiment comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point spécifique de destruction familiale totale et irréparable, vous devez comprendre profondément la dynamique malsaine de la maison dans laquelle j'ai grandi. J'étais le fantôme de la famille. J'étais le colocataire invisible qu'ils toléraient à peine. Thomas était le soleil, la lune et toutes les étoiles dans leur ciel. C'est un cas tragique classique du syndrome de l'enfant chéri, et j'étais le bouc émissaire invisible désigné dont le seul but était de faire paraître Thomas meilleur par comparaison. Thomas a 2 ans de moins que moi. Il est conventionnellement beau, extrêmement charmant, et possède le genre de charisme facile et manipulateur qui donne aux gens envie de lui donner des choses gratuitement sans poser de questions. Il n'a jamais eu à travailler pour une seule réussite de sa vie. Tout lui a été servi sur un plateau d'argent littéral, entièrement financé par les comptes bancaires sans fin de mes parents, les promotions de mon père, et leur favoritisme aveugle et irrationnel. Je me souviens d'un incident très spécifique et douloureux quand j'étais en 4e. J'avais passé 3 mois éreintants à construire un système complexe de filtration d'eau à énergie solaire pour le concours scientifique du district régional. J'ai trouvé les pièces mécaniques moi-même en économisant mon maigre argent de poche. Je veillais tard tous les soirs en lisant des forums d'ingénierie dense en ligne et j'ai construit tout le système de A à Z dans notre garage glacial et non isolé pendant que le reste de la famille regardait la télévision à l'intérieur. J'ai remporté la première place sur 50 étudiants. Je suis rentré à la maison avec cet immense ruban bleu, une lourde médaille d'or et un certificat encadré, vibrant pratiquement de fierté et d'excitation. Je suis entré dans le salon où ma mère était confortablement assise sur le canapé en cuir moelleux. Je lui ai tendu le ruban pour le lui montrer. Elle a à peine levé les yeux de l'écran de son iPad coûteux. Elle m'a fait un sourire serré, plat, complètement sans émotion. Elle a dit, « C'est bien, mon chéri » et a immédiatement crié à l'étage pour demander à Thomas s'il avait besoin de son aide pour coller son affiche d'histoire, une affiche qui était due le lendemain matin parce qu'il avait procrastiné pendant 3 semaines. Thomas a finalement eu un C pour cette terrible affiche, et mes parents l'ont fièrement emmené dans un restaurant de grillades haut de gamme ce soir-là pour célébrer ses efforts. Mon beau ruban bleu a fini jeté dans un tiroir de cuisine fourre-tout sous une pile de vieux menus à emporter. Les vacances étaient une blague récurrente absolue. Le matin de Noël chez nous était une masterclass en dommages psychologiques profonds. Le côté de Thomas de l'immense sapin de Noël ressemblait à une vitrine de magasin de luxe. Il recevait les toutes nouvelles consoles de jeux, des baskets de créateurs coûteuses qui coûtaient des centaines de dollars, des guitares électriques qu'il jouait agressivement 2 fois puis abandonnait complètement dans son placard, et des piles imposantes de jeux vidéo. Mon côté de l'arbre avait exactement 3 boîtes modestement emballées. Une année, j'ai ouvert mes cadeaux avec enthousiasme pour trouver un multipack de chaussettes blanches unies, une chemise en flanelle rugueuse à prix réduit de Walmart, et une paire de bottes de travail lourdes et bon marché. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi il y avait une différence si massive et flagrante dans nos cadeaux, elle m'a jeté ce regard profondément condescendant et paternaliste. Elle a soupiré de façon dramatique. Elle a dit que j'étais l'enfant pratique. J'aimais travailler avec mes mains et j'avais besoin de choses pratiques. Elle a dit que je devrais être reconnaissant. Pendant ce temps, à 1 mètre de là, Thomas déchirait le papier cadeau brillant d'un tout nouvel ordinateur portable Apple haut de gamme parce qu'il se plaignait que son ancien était légèrement trop lent pour ses devoirs de lycée. Même leur planification financière à long terme était entièrement faussée. J'ai découvert des années plus tard que mes parents avaient créé un énorme fonds universitaire pour Thomas le jour de sa naissance, y versant diligemment une partie du salaire de mon père chaque mois. Quand j'ai posé des questions sur mon fonds universitaire pendant ma dernière année de lycée, mon père s'est raclé la gorge maladroitement et a dit qu'il supposait que j'irais simplement dans une école professionnelle bon marché ou que je me débrouillerais avec des prêts étudiants. Parce que j'étais si indépendant. La réalité était que mon avenir ne valait pas leur investissement. Chaque fois que Thomas faisait une énorme bêtise, les règles se pliaient miraculeusement pour l'accommoder et le protéger des conséquences. Quand il avait 16 ans, il a pris la berline de luxe neuve de mon père pour une virée avec ses amis et a complètement raclé tout le côté passager contre un pilier en béton dans un parking. C'était des milliers de dollars de dégâts. Mes parents ne l'ont même pas grondé. Ils ne l'ont pas puni. Ma mère l'a serré fort dans ses bras, a frénétiquement vérifié s'il avait des blessures mineures, et a dit, les accidents, ça arrive à tout le monde. Mon père a discrètement payé les réparations coûteuses de sa poche, contournant complètement la compagnie d'assurance pour que le dossier de conduite de Thomas reste impeccable. Exactement 6 mois plus tard, je suis rentré 10 minutes après mon couvre-feu strict.
J'étais en retard parce que j'avais travaillé un misérable service de fermeture dans un restaurant local et mon manager m'avait supplié de rester plus longtemps pour nettoyer les sols gras de la cuisine. Je suis rentré épuisé, sentant la vieille huile de friture. Mon père attendait dans le salon. Il m'a crié dessus pour avoir manqué de respect aux règles de sa maison. Il m'a puni pendant 3 semaines consécutives, a confisqué mon téléphone et a exigé que je le paie pour l'électricité que j'avais utilisée en veillant tard. Des règles différentes pour des enfants différents, une réalité entièrement différente. J'ai appris très tôt à ne plus attendre d'amour, d'équité, ou même de décence de base de leur part. J'ai baissé la tête, me suis concentré entièrement sur mes notes, et j'ai commencé à travailler dès la seconde où j'ai été légalement autorisé à avoir un emploi. J'ai économisé chaque centime sur un compte bancaire privé auquel ils ne pouvaient pas accéder. Je ne leur ai jamais demandé d'argent, ni pour des vêtements, ni pour des fournitures scolaires, ni pour quoi que ce soit. J'ai construit une forteresse d'indépendance massive et impénétrable autour de moi. La seule personne dans toute ma vie qui m'a vraiment vu, qui a réellement valorisé mon existence, était mon grand-père, Henri. C'était le père de mon père, un ancien marine coriace et un maître mécanicien qui possédait un extérieur rude et usé, mais un cœur d'or pur. Il voyait clair dans le comportement toxique de mes parents et leur favoritisme flagrant. Il méprisait profondément la façon dont mon père donnait la priorité à l'ascension des échelons de l'entreprise et au maintien des adhésions au country club plutôt qu'à la construction d'un véritable caractère et d'une intégrité chez ses fils. Grand-père Henri est devenu mon seul sanctuaire dans un monde qui voulait que je reste invisible. Pendant que mes parents étaient occupés à voyager à travers 3 États, dépensant des milliers de dollars en chambre d'hôtel pour regarder Thomas jouer un basketball médiocre en équipe B. Je prenais mon vieux vélo pour parcourir 8 kilomètres jusqu'à la maison de mon grand-père. J'ai passé des centaines d'heures dans son garage poussiéreux et taché d'huile. L'odeur de vieux tabac, d'essence et de cuir vieilli était pour moi l'odeur de la maison. Il m'a tout appris. Il m'a appris à changer l'huile, à purger les conduites de frein, et finalement à reconstruire complètement un carburateur complexe. C'étaient les seuls moments de toute mon enfance où j'ai eu l'impression de compter pour un autre être humain. Il essuyait la épaisse graisse noire de ses mains calleuses, pointait une lourde clé en acier directement sur ma poitrine, et me disait que j'avais un don rare. Il me disait que j'avais l'esprit vif d'un ingénieur et la volonté inébranlable d'un travailleur acharné. Quand j'ai eu 15 ans, mes parents ont complètement oublié mon anniversaire. C'était un mardi. Ils ont passé toute la soirée à préparer frénétiquement les valises coûteuses de Thomas pour un week-end de ski avec ses amis. Ils ont commandé une pizza et ne m'ont même pas souhaité un joyeux anniversaire une seule fois. Quand grand-père Henri l'a découvert le lendemain, il était absolument furieux. Il a conduit son vieux camion jusqu'à notre maison à 21h. Il est passé juste devant mes parents qui regardaient la télévision dans le salon, a marché directement dans ma chambre, et m'a tendu une lourde boîte à outils en métal rouge. À l'intérieur se trouvait un ensemble de clés et de cliquets de précision Snap-on de qualité professionnelle, incroyablement cher. C'était la chose la plus belle et la plus chère que quelqu'un m'ait jamais donnée. Mon père l'a suivi dans la chambre et a essayé de se plaindre. Croisant les bras et disant que je n'avais pas besoin de jouer aussi cher et que grand-père me gâtait. Grand-père Henri s'est tourné lentement, a regardé mon père droit dans les yeux avec un regard de marine terrifiant et a dit, reconnaître un vrai talent, ce n'est pas gâter un enfant. C'est un investissement dans son avenir. Il a dit à mon père qu'il devrait essayer de prêter attention à son fils aîné pour une fois dans sa misérable vie. Mon père a fermé sa bouche et est parti. Avance rapide jusqu'à mon 18e anniversaire. La santé de grand-père Henri avait commencé à décliner sérieusement. La réalité brutale de la maladie de Parkinson pesait lourdement sur ses mains, le rendant incapable de tenir une clé fermement ou de faire le travail de motricité fine requis pour la mécanique complexe. Il m'a appelé chez lui un samedi matin froid. Il m'a conduit lentement à l'arrière de sa grande propriété où se trouvait un vieil abri en bois. Il a retiré une lourde bâche en toile couverte de poussière et a révélé une Porsche 911 de 1967. Elle était en terrible état. La carrosserie était fortement rouillée autour des passages de roues. L'intérieur en cuir était déchiqueté par le temps et les souris, et le moteur était entièrement en pièces, dans des boîtes en carton graisseuses dans le coffre. Cela ressemblait à un cauchemar absolu pour n'importe qui d'autre. Ça ressemblait à des ordures, mais pour moi, en regardant les courbes classiques de ce châssis, c'était le Saint Graal. Il a mis la main dans la poche de sa grosse veste et m'a tendu la carte grise légale du véhicule. Elle était déjà signée directement à mon nom. Il m'a dit qu'il l'avait achetée il y a des années comme projet de retraite à long terme,
mais ses mains le lâchaient rapidement. Il m'a regardé avec des larmes dans ses yeux fatigués. Il a dit qu'il avait vu mes parents m'ignorer, me négliger et donner la priorité à Thomas toute ma vie. Il a dit qu'il voulait que j'aie quelque chose d'une valeur immense et indéniable qui m'appartiendrait uniquement à moi et à personne d'autre. Il a dit, mon père n'a jamais apprécié la beauté classique ou le travail acharné, mais il savait que j'avais le courage, la patience et l'habileté pour redonner vie à cette belle voiture. J'ai pleuré ce jour-là. Je suis resté dans le froid glacial et j'ai sangloté sur son épaule. C'était la première fois depuis des années que je laissais quelqu'un me voir pleurer. J'ai payé un dépanneur avec mon propre argent pour remorquer la voiture jusqu'à notre maison, et je l'ai poussée dans la 3e baille vide de notre grand garage. Mes parents sont sortis pour l'inspecter et ont immédiatement ri. Ma mère s'est plainte bruyamment de la terrible esthétique d'une voiture de ferraille ruinant l'aspect immaculé de son allée coûteuse. Elle a dit que c'était une horreur. Mon père a secoué la tête avec dégoût, m'a dit que je perdais mon temps précieux sur un cercueil en métal rouillé, et m'a explicitement dit qu'il ne me donnerait pas un seul centime pour la réparer. Je les ai complètement ignorés. Pendant toute l'année suivante, cette voiture cassée est devenue toute mon existence et ma seule obsession. J'ai travaillé 30 heures exténuantes par semaine dans un garage local, changeant des pneus et balayant les sols. Tout en allant au community college à plein temps parce que je n'avais pas de fonds universitaires. Chaque chèque de paie que je gagnais allait directement à l'achat de pièces d'origine, d'outils spécialisés et de matériaux de restauration. J'ai passé d'innombrables nuits glaciales dans le garage, portant 3 couches de pull, regardant des vidéos de tutoriels détaillés sur l'écran fissuré de mon téléphone. J'ai minutieusement appris à souder de nouveaux panneaux de métal pour réparer la rouille. J'ai appris à sabler correctement le châssis. J'ai passé des semaines à reconstruire le moteur 6 cylindres à plat à partir du bloc nu, mesurant les jeux au millième de pouce près. Mes mains étaient en permanence meurtries, coupées et calleuses. Mes ongles étaient tachés de graisse noire profonde qui ne partait absolument pas, peu importe à quel point je frottais. Mais j'ai aimé chaque seconde épuisante de ce travail. Quand j'ai finalement terminé le complexe travail de carrosserie, la rendant parfaitement lisse, j'ai réussi à obtenir du temps dans une cabine de peinture professionnelle dans un atelier local en échangeant mon travail gratuit les week-ends pendant un mois. J'ai peint la Porsche d'un verre Highland impeccable, profond et miroitant. J'ai trouvé du cuir noir d'origine coûteux et j'ai entièrement retapissé les sièges moi-même. J'ai minutieusement refait tout le système électrique pour que tout fonctionne parfaitement. Le jour où j'ai finalement tourné la clé dans le contact et que ce moteur reconstruit a vrombi avec ce ronronnement puissant et rauque distinctif, j'ai ressenti une immense vague d'accomplissement que je ne peux même pas décrire adéquatement avec des mots. Je l'ai sorti lentement du garage sombre et l'ai conduite sous la lumière vive du soleil. La peinture vert Highland brillait de mille feux. Les garnitures chromées brillaient comme des miroirs. C'était un chef-d'œuvre absolu et indéniable. C'était une beauté classique ramenée d'entre les morts. Et plus important encore, elle était entièrement à moi. Je l'ai construite avec mon propre sang, ma propre sueur et mon propre argent durement gagné. Personne au monde ne pouvait s'en attribuer le mérite. Personne ne pouvait me l'enlever. Ou du moins, c'est ce que je pensais bêtement. Au moment même où la Porsche a été enfin terminée et garée, rutilante dans l'allée, toute la dynamique et l'énergie de la maison ont violemment changé. Soudain, le tas de ferraille rouillée dont mes parents s'étaient moqués et plein sans relâche pendant toute une année était le centre absolu de l'attention de tout le monde. Et personne n'était plus obsessionnellement malsain à son sujet que mon frère Thomas. Thomas avait toujours considéré mes biens personnels comme un inventaire de secours pratique pour ses propres désirs sans fin. S'il laissait tomber et cassait son téléphone coûteux par négligence, il s'attendait à simplement emprunter le mien indéfiniment. S'il ruinait sa veste de créateur coûteuse à une fête, il fouillait nonchalamment mon placard sans demander. Mais mes affaires étaient généralement très pratiques, bon marché et très usées, donc son intérêt était toujours très temporaire. La Porsche, cependant, était entièrement différente. La Porsche était un énorme symbole de statut. C'était une machine classique haute performance qui attirait les regards et commandait le respect partout où elle allait. C'était exactement le genre d'objet tape à accent grave-l'œil que Thomas croyait mériter de posséder par nature. Cela a commencé par de petites demandes agaçantes. Thomas s'appuyait nonchalamment contre le cadre de la porte du garage pendant que je polissais soigneusement le capot avec un chiffon en microfibre. Il demandait de sa voix la plus innocente s'il pouvait juste s'asseoir sur le siège du conducteur pour prendre quelques photos pour ses profils de réseaux sociaux afin d'impressionner ses amis. Je l'ai autorisé exactement une fois, le surveillant de près tout le temps. Puis, quelques jours plus tard,
il a commencé à demander de la conduire juste au coin de la rue pour voir comment était l'embrayage. Puis il a carrément exigé de l'emmener à une énorme fête sur la plage le week-end pour impressionner une fille qu'il essayait de séduire. Je lui ai dit absolument non. Je n'ai pas seulement dit non. J'ai fixé une limite dure et impénétrable. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai rappelé son terrible bilan. Je lui ai rappelé qu'au cours des 2 dernières années seulement, il avait brisé 3 écrans de smartphone par pure négligence, reculé le SUV coûteux de notre mère directement dans une bouche d'incendie jaune vif parce qu'il envoyait des textos. Et perdu complètement un ensemble de clubs de golf très chers que mon père lui avait bêtement laissé emprunter pour un week-end. Il était incroyablement négligent, follement privilégié, et traitait les objets chers comme des jouets en plastique jetables parce qu'il n'avait jamais eu à travailler une seule fois pour payer leur remplacement. Je lui ai dit qu'il n'obtiendrait jamais, en aucune circonstance, les clés de ma voiture. Thomas a immédiatement piqué une énorme crise embarrassante comme un bambin gâté. Il est entré en trombe dans la maison et s'est plaint bruyamment à nos parents, prétendant que j'étais un crétin égoïste et cruel qui essayait de ruiner sa vie sociale. C'est exactement là que la manipulation psychologique et le gaslighting ont vraiment atteint un niveau terrifiant. Pour aggraver les choses, mon cousin plus âgé, Félix, est venu pour un barbecue familial du dimanche. Félix est un type notoirement louche qui retourne des biens immobiliers bon marché, parle constamment de son salaire, et cherche toujours à se faire de l'argent facile et louche. Félix est entré dans l'allée, a vu la Porsche entièrement restaurée, a sifflé bruyamment, et a procédé à bourrer la tête vide de Thomas de déchets absolus. Félix a annoncé bruyamment à tout le patio que la voiture valait des dizaines de milliers de dollars lors d'une vente aux enchères de voitures classiques. Il a dit à Thomas qu'une voiture impeccable comme celle-là commandait un respect instantané, ouvrait des portes, et vous faisait ressembler à un millionnaire. Je suis resté là et j'ai vu les yeux de Thomas s'illuminer de cupidité pure et sans mélange. Thomas n'appréciait pas l'ingénierie complexe. Il ne respectait pas les milliers d'heures de travail manuel acharné que j'y avais consacré. Il ne voyait que le prestige social, le droit de se vanter, et les énormes signes de dollars. Mes parents ont immédiatement lancé une campagne de culpabilisation très coordonnée et implacable contre moi. Ma mère me coinçait dans la cuisine tôt le matin pendant que je préparais le petit déjeuner avant le travail. Elle posait doucement sa main sur mon bras, utilisait sa voix la plus douce, la plus toxique et la plus manipulatrice. Et me disait que s'accrocher à des biens matériels coûteux était mauvais pour mon âme et mon caractère. Elle disait que partager ce que nous avons est une valeur familiale fondamentale, et que laisser Thomas conduire la voiture construirait un magnifique pont de fraternité entre nous. J'ai retiré mon bras du sien et lui ai dit que la seule chose que cela construirait serait une énorme facture de réparation de plusieurs milliers de dollars quand il enroulerait inévitablement mon chef-d'œuvre autour d'un poteau téléphonique parce qu'il faisait le malin. Mon père a pris la voix autoritaire agressive. Il m'a coincé dans le couloir et m'a sermonné bruyamment sur la façon dont il partageait toujours ses jouets et ses voitures avec ses frères et sœurs quand il était plus jeune parce que la famille passe avant tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai demandé s'il avait construit ses voitures de A à Z en utilisant ses propres chèques de paie au salaire minimum tout en allant à l'école à plein temps. Il est devenu rouge vif, sa mâchoire s'est serrée, et il est parti en trombe, marmonnant dans sa barbe à propos de mon manque total de respect pour l'autorité. Le conflit principal a finalement explosé de la manière la plus spectaculaire et humiliante possible. 2 semaines plus tard, Thomas venait de recevoir sa lettre d'acceptation officielle à une université d'État. C'était une école très médiocre avec un taux d'acceptation massif de 70%, et il n'a été admis que parce que mon père a fait un don généreux à l'association des anciens élèves. Mais mes parents ont agi comme s'il venait d'être admis dans une faculté de médecine de l'Ivy League avec une bourse d'études complète. Ils ont organisé un immense dîner coûteux à notre maison pour célébrer son génie. Ils ont invité la famille élargie, des voisins riches, et plusieurs des partenaires commerciaux importants de mon père. Ils ont engagé un traiteur et acheté des caisses de champagne coûteux. J'étais assis tout au bout de la longue table à manger, restant entièrement à l'écart, mangeant tranquillement ma nourriture et attendant juste que la nuit angoissante se termine pour que je puisse retourner au garage. Vers la fin du somptueux repas, mon père s'est levé à la tête de la table et a tapé sur son verre de champagne en cristal avec une cuillère en argent. Toute la salle s'est tue, tournant leur attention vers lui. Il a prononcé ce long discours vantard et nauséabond sur l'avenir incroyablement brillant de Thomas, son potentiel supposé infini, et à quel point toute la famille était incroyablement fière de son immense accomplissement. Puis il a fait une pause. Il a tourné son regard directement le long de la table, croisant mes yeux. Il a souri largement, mais c'était un sourire froid, très calculé et prédateur.
Il a annoncé à toute la salle de 30 personnes que Thomas allait avoir besoin d'un moyen de transport fiable et sûr pour son trajet quotidien vers le campus universitaire. Il a dit que comme je travaillais juste localement dans un sale garage et que je suivais des cours en ligne, la famille avait généreusement décidé que j'offrirais l'utilisation permanente de la Porsche de collection à Thomas pour ses années universitaires. Il a présenté cela à la foule comme un acte magnifique et altruiste d'amour fraternel et de sacrifice familial. Toute la salle s'est tournée pour me regarder directement. Mes parents avaient délibérément et malicieusement organisé cette embuscade publique. Ils pensaient que l'immense pression sociale de 30 invités riches et critiques me fixant avec attente me forcerait à sourire, à hocher la tête poliment, et à remettre les clés sur le champ juste pour sauver la face et éviter une scène publique. Ils pensaient qu'ils pourraient facilement m'intimider et me faire honte pour que je me soumette, comme ils l'avaient fait avec succès tout au long de mon enfance. Ils se sont complètement trompés. Ils ont appuyé sur le mauvais bouton. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec mon père. La pièce était si incroyablement silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la ventilation de la climatisation en arrière-plan. J'ai lentement posé ma fourchette en argent sur mon assiette en porcelaine. Cela a fait un bruit de cliquetis sec et fort qui a résonné dans le silence. Je me suis redressé parfaitement, me suis raclé la gorge, et j'ai parlé clairement, m'assurant que ma voix portait à travers toute la grande salle à manger. J'ai dit, absolument pas. J'ai dit, la voiture m'appartient entièrement. J'ai acheté la carcasse en ruine avec mon argent. J'ai acheté chaque pièce. J'ai fait chaque heure de travail physique éreintant. Et mon nom légal est le seul nom sur la carte grise de l'État. J'ai regardé directement Thomas, qui était assis là avec un sourire suffisant, et je lui ai dit d'aller acheter sa propre voiture avec son propre argent ou de demander à nos parents de puiser dans son énorme compte universitaire entièrement financé pour lui acheter une berline de luxe comme il lui ont acheté tout le reste dans sa vie de gâté. Le lourd silence qui a suivi mes paroles était absolument suffocant. Ma tante Marguerite a halté doucement, couvrant sa bouche de sa main. Thomas est devenu cramoisi, son sourire suffisant disparaissant instantanément, ressemblant exactement à un bambin gâté à qui on vient de dire qu'il ne peut pas avoir un bonbon brillant. Le visage de mon père est rapidement passé d'un faux sourire bienveillant à une fureur pure et sans mélange. Les veines de son cou ont gonflé. Il a frappé son poing violemment sur la lourde table en bois, faisant sauter et cliqueter l'argenterie et les verres en cristal. Il a pointé un doigt tremblant directement sur mon visage et a hurlé à plein poumon que j'embarrassais délibérément la famille devant nos estimés invités. Il m'a traité d'égoïste, de follement ingrat et de terrible frère jaloux. Je me suis levé lentement de ma chaise. J'ai regardé la foule d'invités très mal à l'aise qui fixaient leurs assiettes. Puis j'ai regardé directement ma mère qui faisait semblant de pleurer, puis mon père. Je leur ai dit que leur favoritisme flagrant et écœurant et leur manque total de limite était la seule chose qui embarrassait cette famille ce soir. Je leur ai dit qu'ils avaient passé 20 longues années à me traiter comme un citoyen de seconde classe, comme un serviteur. Et qu'ils étaient complètement délirants s'ils pensaient pouvoir simplement m'ordonner de remettre la seule chose de valeur que je possède à un gamin gâté qui refuse de travailler un seul jour de sa vie. J'ai jeté agressivement ma serviette en tissu au centre de la table et je leur ai tourné le dos. Je suis sorti directement de la salle à manger. J'ai entendu ma mère commencer à pleurer de fausses larmes bruyantes derrière moi, s'excusant frénétiquement auprès des invités choqués pour mon comportement supposément terrible et déséquilibré. Je suis allé directement dans ma chambre, j'ai verrouillé la lourde porte derrière moi, j'ai attrapé un sac de voyage et j'ai emballé des vêtements pour 3 jours. J'ai attrapé le seul jeu de clés de la Porsche, je suis sorti par la porte arrière et j'ai passé la nuit à dormir sur le canapé chez mon meilleur ami, David. Je savais au fond de moi que la guerre avait officiellement commencé. Je savais qu'il serait en colère, mais j'ai gravement, drastiquement sous-estimé les profondeurs absolues de la dépravation et de la criminalité dans lesquelles mes parents étaient prêts à sombrer pour donner à leur précieux enfant chéri exactement ce qu'ils voulaient. La tension à l'intérieur de la maison pendant tout le mois suivant était absolument insupportable. C'était comme vivre à l'intérieur d'un autocuiseur sur le point d'exploser. Nous vivions comme des colocataires incroyablement hostiles et silencieux. Mes parents ont essayé toutes les tactiques de manipulation de leur vaste répertoire. Ils ont essayé le traitement silencieux, refusant de reconnaître mon existence quand j'entrais dans une pièce. Quand cela n'a pas réussi à briser ma résolution, mon père a commencé à menacer de rédiger un contrat de location et de me facturer un loyer au prix du marché absurde juste pour dormir dans la chambre de mon enfance. J'ai ignoré chaque menace. J'ai gardé les lourdes clés en métal de la Porsche sur moi à tout moment. Je dormais avec elle sous mon oreiller.
Je les emmenais sous la douche avec moi. Et chaque fois que je garais la voiture dans le garage, je la garais à un angle bizarre et tordu, la rapprochant si près du lourd établi qu'il était physiquement impossible pour une dépanneuse de la sortir sans la traîner sur le côté et détruire les panneaux latéraux. Puis tout le reste dans le monde a soudainement cessé de correspondre. J'étais au travail sous le pont élévateur quand mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement dans ma poche. J'ai essuyé la graisse de mes mains et j'ai répondu. C'était ma tante qui appelait d'un hôpital du Michigan. Grand-père Henry avait subi une crise de santé massive et grave. Son cœur défaillait rapidement, de graves complications des stades avancés de sa maladie de Parkinson. Le médecin a dit à ma tante, qui me l'a rapporté en larmes, que si je voulais lui dire au revoir pendant qu'il était encore conscient, je devais y aller immédiatement. J'ai laissé tomber ma clé sur le sol en béton. Je suis allé directement dans le bureau de mon patron au garage, j'ai expliqué la situation désastreuse et j'ai pris un congé d'urgence immédiat. Mon meilleur ami, David, se trouvait être au garage pour déposer le déjeuner. David connaît intimement la dynamique de ma famille. Il sait à quel point mon grand-père comptait pour moi, comment il était le seul vrai parent que j'ai jamais eu. David est un type formidable, farouchement loyal, et il vient d'une famille de professionnels du droit incroyablement vifs d'esprit. Son père, Maître Dubois, est associé principal dans un cabinet d'avocats très coriace et agressif en ville. David n'a même pas hésité. Il a proposé de me conduire les 6 heures jusqu'au Michigan dans son camion Ford robuste pour que je n'ai pas à conduire seul dans un état de panique. J'ai brièvement pensé à prendre la Porsche pour la montrer à grand-père une dernière fois, mais le temps dans le nord au début du printemps était terrible. Les routes du Michigan en avril signifient des nids de poules massifs qui détruisent les pneus, de la pluie verglaçante et du sel corrosif déversé sur les autoroutes. Je n'allais absolument pas risquer d'endommager le dessous de caisse immaculé et fraîchement restauré de ma voiture classique lors d'un trajet d'urgence de 6 heures sur l'autoroute. De plus, le camion de David avait un chauffage supérieur et 4 roues motrices. Je me suis précipité à la maison, j'ai fait un sac de voyage à la hâte et je suis entré dans le salon pour dire à mes parents que je partais. Je me suis tenu dans le couloir et je leur ai froidement informé que grand-père Henry était dans un état critique et pourrait ne pas passer le week-end. Ma mère a à peine levé les yeux de son magazine de style de vie brillant. Elle a offert des excuses creuses et complètement sans émotion et m'a dit de lui transmettre leur amour. Mon père a grommelé quelque chose dans sa barbe à propos du fait que je manquais le travail, que je perdais des revenus et que j'étais irresponsable avec mon emploi du temps. Ils n'ont pas proposé de venir avec moi. Ils n'ont pas demandé si j'avais besoin d'argent pour l'essence. Ils n'ont même pas demandé le nom de l'hôpital où son propre père était en train de mourir. J'ai ressenti une vague massive de dégoût absolument m'envahir, mais je n'avais ni le temps ni l'énergie émotionnelle pour me disputer avec eux. Je suis sorti dans le garage, j'ai vérifié que la Porsche était bien verrouillée, j'ai pris le seul jeu de clés avec moi et je suis monté sur le siège passager du camion de David qui tournait au ralenti. Le trajet éreintant de 6 heures jusqu'au Michigan a été un flou de lignes d'autoroute grises, de pluie et d'anxiété angoissante. Quand nous sommes finalement arrivés à l'hôpital, voir mon grand-père allongé dans ce lit stérile et vivement éclairé m'a brisé le cœur en 1 million de morceaux. Le marine fort et invincible qui me soulevait sur ses larges épaules était maintenant frêle, branché à une douzaine de machines bruyantes et qui bipaient, sa respiration superficielle et laborieuse. David est resté avec moi dans la salle d'attente le premier week-end, offrant un soutien calme et constant avant de devoir rentrer chez lui pour son propre travail. Je suis resté. J'ai pratiquement vécu dans cette petite chambre d'hôpital pendant 2 semaines entières. Le personnel infirmier a fini par connaître mon visage et mon nom. Claire, l'infirmière en chef de l'étage, était un ange absolu. Elle a vu à quel point j'étais dévoué. Elle m'a apporté des couvertures chaudes supplémentaires du placard à fournitures, a fait passer en douce du café décent de la salle de pause privée des médecins. Et s'est assise sur la chaise à côté de moi pendant les longues nuits terrifiantes où les moniteurs cardiaques de grand-père bipaillaient de manière erratique et la panique me saisissait la poitrine. Elle est devenue un témoin incroyablement important de ma position exacte pendant ces 2 semaines. Pendant les rares et précieux moments où grand-père Henry était lucide et pas lourdement médicamenté, nous avons parlé. Nous n'avons pas parlé de la mort ou de la peur. Nous avons parlé de la vie. Nous avons parlé de moteurs complexes, de taux de compression et de la pression des pneus absolument optimale pour prendre des virages serrés sur une piste mouillée. Il a tenu ma main avec une poigne étonnamment faible et m'a posé des questions sur la Porsche. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré des dizaines de photos de la peinture vers Island finie, du chrome impeccable et de l'intérieur en cuir noir restauré. Il a souri,
Un sourire sincère et incroyablement fier qui a atteint ses yeux fatigués et troubles. Lors de mon avant-dernier jour là-bas, son ton a radicalement changé. Il m'a regardé avec cette clarté intense et perçante qui a momentanément traversé le brouillard de sa maladie. Il connaissait mes parents. Il connaissait leurs défauts de caractère et leur absence totale de moralité mieux que quiconque. Il a serré ma main plus fort, ses jointures tremblant légèrement. Il m'a dit de ne pas leur faire confiance. Il a dit, mon père a toujours pris la sortie facile et lâche et croyait que les règles de la décence ne s'appliquaient pas à lui. Grand-père Henri m'a regardé droit dans les yeux et m'a fait faire une promesse. Il m'a fait promettre que je ne céderais jamais à leurs exigences, que je garderais la voiture qu'il m'a donnée, et que je construirais une vie réussie loin, très loin de leur influence toxique et suffocante. Je lui ai promis, j'ai juré sur ma vie, en tenant sa main fragile. Pendant que j'étais assis dans cette chambre d'hôpital calme et déprimante, tenant la main d'un homme mourant et me concentrant entièrement sur un adieu approprié à la seule vraie famille que j'ai jamais eue, un complot sombre. Incroyablement sinistre et hautement illégal se déroulait à 500 km de là, dans ma ville natale. Mes parents ont réalisé qu'on leur avait offert la fenêtre d'opportunité parfaite. J'étais entièrement hors de l'état, complètement distrait par le deuil, et complètement vulnérable physiquement. Ils savaient que j'avais laissé la carte grise du véhicule dans un petit coffre-fort ignifuge bon marché rangé sous le lit dans ma chambre. Ils savaient exactement comment crocheter la serrure fragile de la porte de ma chambre parce qu'ils avaient violé ma vie privée une centaine de fois auparavant. J'ai découvert plus tard, grâce au processus de découverte légale angoissant et exaspérant, exactement ce qu'ils ont fait pendant que je pleurais au chevet d'un lit d'hôpital. Ma mère est entrée dans ma chambre, a forcé le coffre-fort avec un tournevis, et a retiré la carte grise officielle de l'État. Mon père, le comptable soi-disant éthique qui gère des documents financiers très complexes et juridiquement contraignants chaque jour pour ses riches clients, a rédigé un acte de vente entièrement frauduleux sur son ordinateur personnel. Il a tapé un document juridiquement contraignant déclarant faussement que moi, Antoine, je faisais volontairement don de la Porsche 911 de collection à mon frère Thomas pour la somme nominale d'un seul dollar, renonçant complètement à tous mes droits sur la propriété. Et puis ma mère a pris un stylo à encre bleue, s'est assise à l'îlot de la cuisine, et a soigneusement et méticuleusement falsifié ma signature en bas de la ligne du transfert de titre et de l'acte de vente. Ils ont apporté ces documents falsifiés et hautement illégaux directement au service des immatriculations locales. Ils ont utilisé leur statut de classe moyenne supérieure, leur faux sourire charmant, et une histoire complètement fabriquée et écœurante à propos de mon absence pour un projet de travail lucratif et de ma volonté de surprendre mon jeune frère avec une voiture pour son trajet universitaire. Ils ont légalement transféré le titre de ma Porsche de collection de mon nom directement au nom de Thomas. Puis ils ont engagé un serrurier mobile louche pour venir à la maison, contourner le cylindre d'allumage dans le garage, et tailler un tout nouveau jeu de clés. Pendant ces 2 semaines entières, j'avais occasionnellement envoyé des textos à mes parents avec de brèves et douloureuses mises à jour sur l'état de santé déclinant de grand-père. Ils répondaient par des émojis de pouces levés génériques et sans âme ou ignoraient complètement les messages. Ils n'ont jamais appelé pour entendre ma voix ou demander comment j'allais. Je pensais qu'ils étaient juste leurs habituels êtres froids, détachés et terribles. Je n'avais absolument aucune idée qu'ils exécutaient activement et malicieusement un vol qualifié de mon bien le plus précieux pendant que j'étais le plus vulnérable. Quand grand-père Henri s'est finalement stabilisé juste assez pour que les médecins le transfèrent des soins intensifs à une aile de soins de longue durée, j'ai su que je devais rentrer chez moi pour régler mon travail au garage et rassembler plus de vêtements. J'ai acheté un billet de bus Greyhound bon marché. J'ai serré grand-père dans mes bras pour lui dire au revoir, j'ai dit à Claire, l'infirmière, à quel point j'appréciais profondément sa gentillesse et ses soins, et je suis monté dans le bus. Je suis resté assis dans ce bus inconfortable pendant 6 heures, regardant le paysage morne défiler, ressentant un étrange et lourd mélange de profond chagrin et de léger soulagement qu'il ne soit pas en danger immédiat de mourir. Je pensais sincèrement que la pire partie de mon mois était terminée. Je pensais que la bataille la plus difficile que j'avais à affronter était de regarder mon grand-père vieillir lentement et s'éteindre. J'avais tellement, incroyablement, dangereusement tort. Je fonçais droit dans un ouragan massif. Complètement inconscient du fait que la vie tranquille que je connaissais était déjà partie. Anéanti par le trait de plume de ma mère, je ne savais pas que la guerre pour mon avenir et ma propriété allait exiger un niveau d'impitoyabilité, d'agression légale et de calcul froid que je ne savais même pas que je possédais. J'étais sur le point de leur montrer exactement ce qui se passe quand on pousse l'enfant invisible trop loin. Je suis parti de la maison de mon enfance ce soir-là avec rien d'autre qu'un lourd sac de voyage en toile pesant sur mon épaule endolorie et un désir brûlant et dévorant de justice absolue.
Je n'ai pas versé une seule larme en marchant sur les trottoirs de banlieue immaculés et parfaitement entretenus de mon quartier riche. J'avais entièrement dépassé le stade de la tristesse ou du deuil pour une famille que je n'avais jamais vraiment eue. L'ampleur de leur trahison avait complètement consumé toute affection persistante ou loyauté mal placée que j'avais pour les personnes qui m'avaient élevé. Je fonctionnais sur de l'adrénaline pure, froide et très calculée. J'ai marché 3 bons miles dans le noir, sentant l'air glacial de la nuit du début du printemps frapper mon visage, écoutant le craquement de mes bottes sur le trottoir jusqu'à ce que j'arrive enfin chez mon meilleur ami, David. Sa famille m'a accueilli sans poser une seule question critique. Il pouvait voir la fureur et la dévastation absolue qui irradiaient de moi comme la chaleur d'une fournaise. La mère de David a simplement montré la chambre d'amis, m'a dit qu'il y avait des serviettes propres dans la salle de bain et a fermé la porte. Je me suis effondré sur le matelas inconnu sans même enlever mes chaussures. Fixant le vide, le ventilateur de plafond tournant au-dessus de moi jusqu'à ce que le soleil commence enfin à se glisser à travers les stores de la fenêtre. Je n'ai pas dormi une seule seconde. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure, cataloguant chaque chose que je devais faire pour déchirer le monde parfait de mes parents. Le lendemain matin, le vrai travail a commencé. Je suis descendu et me suis assis à leur immense îlot de cuisine en granit, serrant une tasse chaude de café noir, essayant désespérément de calmer mes mains tremblantes. Le père de David, maître Dubois, est entré dans la cuisine vêtu d'un costume anthracite impeccablement taillé. Maître Dubois est un associé principal très respecté et profondément craint d'un cabinet d'avocats d'affaires de premier plan en ville. C'est le genre d'avocat qui gère d'énormes contrats d'entreprise, des négociations à haut risque, à l'occasion, des procès civils de plusieurs millions de dollars. Il s'est versé une tasse de café, s'est assis directement en face de moi, a ajusté ses lunettes de lecture et m'a demandé de lui dire exactement ce qui s'était passé. Il m'a dit de n'omettre aucun détail mineur, peu importe à quel point je le pensais insignifiant. Je lui ai absolument tout raconté depuis le tout début. J'ai détaillé les 20 ans de favoritisme envers l'enfant chéri, l'abus psychologique incessant, le gaslighting sans fin de ma mère, la restauration éreintante et coûteuse de la Porsche de collection. Et enfin l'aveu incroyablement suffisant et imperturbable de mes parents qu'ils avaient légalement transféré la carte grise à Thomas pendant que j'étais à 500 km de là, regardant mon grand-père se battre pour sa vie dans un lit d'hôpital. Maître Dubois n'a pas réagi avec choc, pitié ou fausse sympathie. Il a réagi avec la concentration prédatrice et aiguisée d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire qui sent soudainement le sang. Il a posé soigneusement sa tasse de café sur un sous-verre, a tiré un épais bloc-notes jaune sur la table et a cliqué son coûteux stylo en argent. Il m'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes et a déclaré clairement que ce que mes parents avaient commis n'était pas un simple et désordonné conflit familial au sujet d'un véhicule partagé. Il a dit que c'était un vol de voiture qualifié, une contrefaçon criminelle et une fraude à l'identité. Il m'a dit que si je voulais vraiment poursuivre cette affaire, je devais être pleinement préparé à voir ma propre chair et mon propre sang menotter. Il m'a averti qu'un procès pénal de cette ampleur, combiné à un procès civil pour dommages et intérêts, détruirait de manière permanente et violente l'unité familiale. Il n'y aurait pas de dîner de Thanksgiving, pas de réconciliation maladroite. Ce serait un scénario de terre brûlée totale. J'ai regardé Maître Dubois droit dans les yeux, j'ai pris une gorgée de mon café amer et je lui ai dit que je n'avais pas de famille à détruire. Je lui ai dit que je voulais porter toutes les accusations possibles en vertu des lois étatiques et fédérales, et que je voulais m'assurer qu'il ressentirait le poids maximum absolu des conséquences. Maître Dubois a souri d'un sourire très fin et très dangereux. Il a dit, la première étape consistait à rassembler des preuves militarisées. Nous devions prouver exactement comment ils avaient transféré cette carte grise, étape par étape angoissante. En créant une piste papier à toute épreuve qu'aucun avocat de la défense dans l'État ne pourrait jamais démanteler. Plus tard ce matin-là, j'ai emprunté le camion de David et je suis allé directement au service des immatriculations locales. Si vous avez déjà été au service des immatriculations, vous savez que c'est une expérience qui brise l'âme. Mais ce jour-là, ce furent les 2 heures les plus longues et les plus angoissantes de toute ma vie. J'étais assis sous ces lumières fluorescentes bourdonnantes et vacillantes, tenant un petit ticket en papier froissé, écoutant les numéros appelés par le préposé au guichet par l'interphone grésillant. Quand je suis finalement arrivé au comptoir, j'ai présenté mon permis de conduire de l'État et j'ai fermement demandé une copie certifiée conforme complète des dossiers de transfert et de tous les documents associés pour la Porsche 911 de 1967. Le préposé, mâchant bruyamment un chewing-gum, a tapé paresseusement sur son clavier, a imprimé une petite pile de documents, les a tamponnés avec un lourceau rouge et les a fait glisser sur le comptoir rayé.
J'ai emporté les papiers sur le parking, je me suis assis sur le siège du conducteur du camion, j'ai verrouillé les portes et j'ai regardé les pages. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. C'était là, en noir et blanc, un acte de vente entièrement frauduleux tapé à la machine, affirmant que j'avais, de ma propre volonté, fait don de la voiture classique incroyablement précieuse à Thomas pour la somme profondément insultante d'$1. Et juste en bas de la page, datée exactement 3 jours après le début de mon voyage au Michigan, se trouvait ma signature. C'était une très bonne contrefaçon. Ma mère s'était clairement entraînée pendant des heures. Elle avait parfaitement imité la légère inclinaison désordonnée de mon écriture cursive et la manière spécifique dont je barre mes lettres. Cela avait l'air si réel que pendant une fraction de seconde, j'ai presque douté de ma propre santé mentale, mais c'était entièrement faux. J'étais à des centaines de kilomètres de là quand ce stylo a touché ce papier. J'ai ramené les copies directement au bureau de Maître Dubois. Il les a inspectées de près sous la lumière vive de sa lampe de bureau, secouant lentement la tête devant l'arrogance et la stupidité absolue de mes parents. Il croyait sincèrement qu'ils étaient complètement intouchables. Il croyait que parce qu'ils étaient mes parents, parce que mon père avait un salaire élevé et un emploi de comptable respectable, ils pouvaient simplement réécrire la réalité pour convenir à leur fils préféré. Ils supposaient que je me laisserais faire, que j'accepterais la perte financière massive, que je pleurerais dans ma chambre et que je garderais le silence pour protéger la réputation familiale immaculée et soigneusement cultivée dans notre quartier. Pendant que nous étions assis dans le bureau de Maître Dubois, construisant une chronologie massive des événements sur un tableau blanc, mon téléphone portable a commencé à vibrer agressivement contre le bureau en acajou. L'écran s'est allumé avec un barrage incessant de messages textes de ma mère et de mon père. Ils essayaient de jouer au même jeu psychologique manipulateur qu'ils avaient joué pendant 20 ans, supposant que je faisais juste une crise de colère temporaire. Ma mère m'a envoyé un texto en premier. Je n'oublierai jamais les mots exacts. Elle m'a dit d'arrêter d'agir comme un adolescent dramatique et ingrat, de rentrer immédiatement à la maison et de nous asseoir pour un dîner de famille afin de pouvoir parler de ce malentendu mineur comme des adultes matures. Elle a eu l'audace de taper les mots que la famille passe avant tout, que les choses matérielles comme les voitures n'ont pas d'importance dans le grand schéma de la vie, et que je devais apprendre à partager mes bénédictions avec mon frère. Qui avait besoin d'un véhicule fiable pour son trajet universitaire? Les textos de mon père étaient beaucoup plus agressifs, hostiles et incroyablement révélateurs de son vrai caractère. Il a menacé de me couper complètement de la famille si je ne m'excusais pas d'être sorti de la maison de manière irrespectueuse. Il m'a dit que je ruinais sa semaine et que je stressais ma mère. Il a même évoqué ses revenus, déclarant que son salaire durement gagné avait payé le toit au-dessus de ma tête et la nourriture dans mon estomac pendant des années, donc je lui devais essentiellement la voiture en guise de loyer rétroactif. L'illusion stupéfiante était presque difficile à traiter. Il venait de commettre plusieurs crimes, de voler un bien personnel valant des dizaines de milliers de dollars, de falsifier des documents d'État, et ils exigeaient activement des excuses rampantes de ma part. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai poussé sur le bureau vers Maître Dubois pour qu'il puisse les lire. Je l'ai regardé, ressentant une vague soudaine de panique, et je lui ai dit que nous avions un problème majeur. J'ai souligné que, bien que sachant que c'était une contrefaçon, ce serait essentiellement ma parole contre la leur concernant la signature sur les formulaires du service des immatriculations. Il pourrait facilement puiser dans les énormes économies de mon père, engager un avocat de la défense cher et louche, utiliser son argent pour faire traîner un procès pendant des années, et simplement prétendre que j'avais signé le papier avant de partir pour le Michigan. Il pourrait facilement mentir sous serment, regarder un juge dans les yeux, et dire que je leur avais donné la permission verbale de signer en mon nom parce que j'étais trop occupé par le deuil. Nous avions besoin d'une preuve physique indéniable, irréfutable et à toute épreuve que je n'étais nulle part près de cet état lorsque le document a été exécuté. Je me suis adossé dans le lourd fauteuil en cuir, fixant le plafond, retraçant mentalement chaque étape de mon voyage au Michigan. J'ai pensé au long et épuisant trajet, à la terrible nourriture de l'hôpital que j'ai mangée à la cafétéria, aux conversations à voix basse avec l'infirmière Claire dans le couloir. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me souvenir de ce que j'avais fait ce mardi-là. Et puis un souvenir m'a frappé comme un train fou. À la date exacte inscrite sur cet acte de vente falsifié, la date précise à laquelle ma mère m'aurait soi-disant vu signer pour céder ma Porsche dans notre cuisine de banlieue lumineuse. J'avais quitté l'hôpital du Michigan pendant exactement 20 minutes. J'avais marché 2 pâtés de maison dans la rue sous la pluie verglaçante jusqu'à une succursale bancaire locale.
J'avais désespérément besoin d'argent liquide pour payer le parking de la structure de l'hôpital parce que leur machine à carte de crédit était complètement cassée et que le préposé n'acceptait que des petites coupures. J'avais utilisé ma carte de débit au distributeur automatique extérieur pour retirer 40 $. Je me suis penché en avant si vite que j'ai presque renversé mon verre d'eau, mon cœur battant violemment dans ma poitrine. J'ai parlé à Maître Dubois du distributeur automatique. Je lui ai dit que j'avais fait un retrait d'espèces dans le Michigan le jour exact et à peu près à l'heure exacte où les documents du service des immatriculations étaient datés, signés et notariés dans ma ville natale. Les yeux de Maître Dubois se sont illuminés d'une excitation prédatrice. Il a immédiatement pris son téléphone. Il m'a expliqué que les enregistrements des caméras de sécurité des institutions bancaires sont horodatés, datés et strictement vérifiés par les réglementations bancaires fédérales. C'est considéré comme une preuve absolue et indiscutable devant un tribunal. Il m'a dit que si nous obtenions cet enregistrement, mes parents étaient absolument, complètement finis. Il n'y avait aucun avocat de la défense au monde qui pourrait argumenter contre un horodatage vérifié par le gouvernement fédéral. Je pensais que la pire partie de ce cauchemar était de faire face à leur trahison. Mais réaliser que j'avais l'arme parfaite pour les détruire m'a donné un sentiment de pouvoir, de clarté et de calme dangereux que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. Les 48 heures suivantes furent une masterclass en stratégie juridique agressive, implacable et brillante. Maître Dubois a passé quelques appels à ses contacts de haut niveau dans le secteur bancaire pour trouver le moyen le plus rapide d'obtenir les fichiers vidéo avant qu'ils ne soient automatiquement écrasés par les serveurs de la banque. Comme c'était mon propre compte bancaire personnel et ma propre transaction, j'avais le droit légal de demander les registres de transactions sans attendre des semaines une lente assignation à comparaître de la police. Je suis allé à ma succursale bancaire locale, je me suis dirigé vers le bureau du directeur, j'ai présenté ma pièce d'identité de l'État et j'ai fermement demandé le reçu horodaté spécifique du distributeur automatique du Michigan. Le directeur de la banque a tapé sur son ordinateur, l'a imprimé sur du papier à en-tête officiel de la banque avec filigrane, et me l'a remis. Il montrait clairement un retrait de 40 $ effectué dans une ville à 500 km de là, en plein milieu de l'après-midi, à la date exacte où l'acte de vente falsifié était censé avoir été signé dans la cuisine de mes parents. Mais Maître Dubois voulait être absolument impitoyable. Il ne voulait pas seulement le reçu papier. Le papier peut être débattu. Il voulait la preuve vidéo visuelle indéniable. Il a rédigé une demande légale formelle et très intimidante à la division de la sécurité de la banque sur le papier à en-tête de qualité supérieure de son cabinet. Citant une enquête criminelle en cours concernant le vol d'identité, la fraude électronique et le vol de voitures qualifiées. Comme le cabinet d'avocats de Maître Dubois avait une réputation massive et terrifiante en ville, la banque n'a pas traîné les pieds. Ils ont accéléré la demande. 3 jours plus tard, un fichier numérique sécurisé et crypté a été envoyé par email directement à l'ordinateur du bureau privé de Maître Dubois. Nous nous sommes assis dans son bureau sombre, avons baissé les stores des fenêtres et avons cliqué sur lecture sur son immense moniteur d'ordinateur. Les images de sécurité granuleuses en noir et blanc montraient le coin de rue pluvieux et humide du Michigan. L'horodatage en bas à droite de l'écran s'écoulait parfaitement, se synchronisant précisément avec l'horloge atomique. Et puis j'étais là. Je suis entré dans le cadre, portant mon lourd manteau d'hiver, mon visage clairement et indéniablement visible par la caméra de sécurité haute définition. J'ai inséré ma carte de débit dans la machine, j'ai tapé mon code PIN, j'ai pris l'argent du distributeur, je l'ai fourré dans ma poche et je suis sorti du cadre. L'horodatage de la vidéo était exactement 2 heures avant que les documents falsifiés ne soient horodatés et traités à mon service des immatriculations locales. Il était physiquement, géographiquement et logiquement impossible que j'aie signé ces papiers. J'aurais eu besoin d'un jet supersonique pour me rendre de ce distributeur automatique à la table de la cuisine de mes parents. Nous les tenions. Nous les tenions complètement la main dans le sac. Le piège était entièrement tendu et mes parents y étaient entrés avec empressement et arrogance, aveuglés par leur propre narcissisme, leur obsession malsaine de plaire à Thomas et leur conviction fondamentale que j'étais trop faible pour jamais riposter. Le lendemain matin, je suis entré dans le commissariat de police local. Je ne suis pas allé à la réception pour parler à un agent de patrouille au hasard qui aurait pu simplement classer l'affaire comme un différend familial civil. Maître Dubois avait tiré quelques ficelles importantes et organisé une réunion privée à huis clos avec l'inspecteur Miller, un enquêteur chevronné et très décoré de la division des vols de voitures et des crimes financiers majeurs. Miller était un type sans fioriture avec des cheveux grisonnants, un regard perçant et analytique, et un bureau couvert d'immenses piles de dossiers en manille.
Il ressemblait à un homme qui avait vu tous les types de mensonges et d'escroqueries possibles. Je me suis assis sur la chaise en métal froid en face de lui et j'ai fait glisser un classeur épais et parfaitement organisé sur son bureau. À l'intérieur de ce classeur se trouvait la carte grise originale montrant mon nom, chaque reçu pour les pièces que j'avais achetées pour restaurer la Porsche, l'acte de vente frauduleux obtenu auprès du service des immatriculations, le transfert de titres falsifiés. Mon relevé bancaire certifié et une clé USB contenant l'enregistrement de sécurité du distributeur automatique. L'inspecteur Miller a ouvert le classeur. Il a passé 20 minutes atroces à lire les documents dans un silence complet et lourd. Le seul son dans la petite pièce était le bourdonnement des néons du plafond et le bruit sec des pages qui tournaient. J'étais assis là, le cœur battant, attendant qu'il me dise que ce n'était pas suffisant. Quand il a finalement levé les yeux, son expression était complètement illisible, un masque parfait de détachement professionnel. Il s'est adossé à sa chaise, a joint ses doigts et m'a demandé si je comprenais pleinement l'immense gravité de ce que je faisais. Il m'a demandé si je réalisais que déposer formellement ces accusations avec ce niveau de preuve entraînerait probablement de multiples inculpations pour crimes pour ma mère, mon père et mon jeune frère. Il m'a averti qu'une fois qu'il aurait déposé les documents, ce ne serait plus entre mes mains. Je ne pourrais pas simplement changer d'avis et retirer la plainte plus tard. Il m'a donné une dernière chance formelle de partir, d'appeler Maître Dubois et de régler cela comme une affaire familiale civile désordonnée. J'ai regardé l'inspecteur Miller directement dans les yeux. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai ressenti une vague de certitude absolue. Je lui ai dit que ma famille avait fait son choix quand ils ont volé ma propriété, falsifié mon nom et m'ont traité comme un déchet jetable pendant 20 ans. Je lui ai dit que je voulais porter chaque accusation au maximum absolu de la loi et que je voulais qu'il soit poursuivi avec la plus grande sévérité. L'inspecteur Miller a hoché la tête lentement. Un léger regard de respect a traversé son visage. Il a fermé le classeur, a sorti un formulaire de rapport de police officiel, a cliqué son stylo, et nous avons commencé le processus formel et irréversible de destruction de la vie de mes parents. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu dans un état de silence hyper concentré et incroyablement tendu. J'ai continué à rester chez David. Mon téléphone a continué à exploser de messages de plus en plus frénétiques de ma famille. Mon père a même laissé un message vocal furieux et déséquilibré menaçant de déposer une plainte massive en diffamation contre moi si je disais à nos riches voisins qu'il avait volé la voiture. Il a dit qu'il ruinerait mon crédit, détruirait ma vie et s'assurerait que je sois sans abri. J'ai sauvegardé chaque message vocal, les ai sauvegardés sur un serveur cloud sécurisé et ai transféré chaque texto directement à l'inspecteur Miller pour l'ajouter au dossier croissant de harcèlement et d'intimidation de témoins. Puis les lourdes et impitoyables roues de la justice se sont finalement mises en branle, un mardi matin ensoleillé. L'inspecteur Miller et 2 officiers en uniforme se sont rendus sur le vaste et pittoresque campus de l'université d'État que Thomas fréquentait. Ils sont allés directement à son dortoir avec l'objectif explicite de récupérer la propriété volée et de la mettre sous scellé comme preuve. Ils ont frappé à sa porte en s'attendant à trouver l'étudiant privilégié se prélassant à l'intérieur et la voiture classique garée sur le parking des étudiants, prête à être remorquée. Mais quand la police est arrivée, la Porsche de collection n'était nulle part. Thomas a ouvert la porte de son dortoir en pyjama, complètement paniqué, en sueur et pâle quand il a vu les insignes argentés brillants et les lourdes ceintures de service. Selon le rapport de police détaillé que j'ai lu plus tard, Thomas s'est immédiatement effondré comme un château de cartes. Le garçon en or, dur, privilégié et arrogant a disparu instantanément. Il a commencé à pleurer hystériquement et à bégayer de manière incontrôlable. Il a juré aux officiers qu'il n'avait pas volé la voiture. Il a prétendu que nos parents la lui avaient offerte en cadeau surprise pour son entrée à l'université. Il a avidement, sans une seconde d'hésitation, essayé de rejeter la faute sur ma mère et mon père pour sauver sa propre peau. Détaillant exactement comment il lui avait remis les clés et lui avait dit de ne pas s'inquiéter pour moi. Mais quand les officiers ont exigé les clés et l'emplacement physique actuel du véhicule, Thomas a admis qu'il ne les avait pas. Il a avoué que quelques jours auparavant, mon père était soudainement venu sur le campus au milieu de la nuit, l'air incroyablement paniqué, avait exigé les clés en retour et avait emmené la voiture dans un endroit secret sans lui dire où elle allait. Mon père n'était pas aussi complètement stupide que je l'avais initialement pensé. Il a dû se rendre compte que je ne reculais pas, que j'avais complètement arrêté de répondre à ses textos exigeants, et que Maître Dubois pourrait être impliqué. Il a paniqué. Il savait que posséder un véhicule volé était un crime majeur, alors il a désespérément essayé de cacher la preuve physique. L'inspecteur Miller m'a appelé depuis le parking du campus et m'a annoncé la sombre nouvelle.
La voiture avait disparu. Mon père l'avait dissimulée. Mon cœur est tombé lourdement dans mon estomac. J'ai cru que je l'avais perdue pour toujours. J'ai pensé qu'il l'avait vendue à un garage louche, l'avait fait écraser, ou avait payé quelqu'un pour la conduire à travers les frontières de l'État jusqu'au Mexique. Je me suis assis sur le canapé de David, la tête dans les mains, ressentant une vague massive de défaite nauséabonde. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que la police allait juste les arrêter et me rendre mes clés aujourd'hui. J'avais tellement, incroyablement tort. Le vrai cauchemar de la récupération de ma propriété ne faisait que commencer. Mais mon père venait de commettre une erreur fatale et arrogante qui allait élever ses crimes à un niveau fédéral grave. Le département de police n'a pas perdu de temps, et il n'apprécie pas que les suspects tentent de cacher des preuves. Quand un comptable d'entreprise à haut revenu essaie de dissimuler une voiture classique valant des dizaines de milliers de dollars pour couvrir une contrefaçon criminelle. Cela devient une priorité majeure et très médiatisée pour l'unité des crimes financiers. L'inspecteur Miller a obtenu un mandat de perquisition d'urgence d'un juge pour les dossiers bancaires, de crédit et financiers de mon père. Ils ont suivi ces transactions récentes par carte de crédit, analysant chaque achat de la dernière semaine. En quelques heures, ils ont découvert un paiement récent et très suspect effectué à un immense entrepôt de stockage immobilier climatisé situé dans un parc industriel désolé à environ 1 heure de notre ville. L'unité de stockage spécifique était louée sous un faux nom généré, mais mon père a été négligent. Le passage de la carte de crédit était directement lié au compte courant principal de mon père. La police a fait une descente dans l'entrepôt de stockage le lendemain après-midi. L'inspecteur Miller et une équipe d'officiers ont coupé le lourd cadenas en acier de la porte métallique roulante avec d'énormes coupe-boulons et l'ont soulevé. Assise là, au milieu du sol en béton poussiéreux, couverte d'une bâche en plastique bleu bon marché, se trouvait ma Porsche 911 de collection Vert Island. Mais mon père avait fait quelque chose d'incroyablement désespéré, d'incroyablement stupide et de très illégal. Dans une tentative paniquée et frénétique de rendre la voiture totalement intraçable pour pouvoir éventuellement la vendre sur le marché noir ou faussement déclarer à son assurance qu'elle était complètement détruite. Il avait utilisé un lourd pied de biche et une perceuse électrique pour retirer de force les plaques officielles du NIV du tableau de bord et du bloc moteur. Écoutez-moi très attentivement. Retirer ou modifier malicieusement un numéro d'identification de véhicule n'est pas un simple délit. C'est un crime fédéral majeur. C'est le genre de crime qui garantit une peine de prison. Cela a prouvé au-delà de tout doute raisonnable aux enquêteurs que mon père falsifiait intentionnellement des preuves physiques pour dissimuler un vol qualifié. Le marteau de la justice est tombé sur ma famille avec une rapidité à couper le souffle et une brutalité absolue et sans pitié. Thomas a été formellement arrêté à l'intérieur de son dortoir universitaire. Ils l'ont menotté devant tout son étage de camarades de classe qui le regardaient et chuchotaient. Il sanglotait bruyamment, la morve coulant de son nez, suppliant les officiers d'appeler sa mère. Il a été accusé de recel de biens volés et de complot criminel. L'administration de l'université a été immédiatement informée par le département de police. En raison de leur code de conduite académique strict concernant les arrestations pour crimes sur le campus, Thomas a été instantanément suspendu. Son contrat de logement a été résilié et il a été escorté hors de la propriété par la sécurité armée du campus. L'énorme fonds universitaire que mes parents avaient épargné pour lui pendant 20 ans était maintenant complètement inutile. Sa précieuse carrière universitaire, ses opportunités de réseautage et son statut intouchable de garçon en or étaient terminés avant même d'avoir vraiment commencé. Ma mère a été arrêtée dans sa cuisine de banlieue immaculée et parfaitement décorée. Les voitures de police se sont garées agressivement dans l'allée coûteuse, faisant clignoter leurs lumières rouges et bleues pour que tout le quartier riche puisse voir. Les voisins qu'elle avait passé des années à essayer d'impressionner, les femmes de ces réunions de l'association des propriétaires, se tenaient sur leur pelouse parfaitement entretenue, regardant le spectacle humiliant. Ils l'ont menottée alors qu'elle portait son pantalon de yoga de créateur coûteux. Elle pleurait hystériquement, criant aux officiers que tout était un grand malentendu, qu'elle était une bonne mère, et que j'étais juste un enfant à problème qui inventait des mensonges. Elle a été accusée de contrefaçon, de vol de voitures qualifiées et de fraude. Mais l'arrestation la plus satisfaisante et poétique fut celle de mon père. L'inspecteur Miller est entré directement dans le cabinet comptable haut de gamme où travaillait mon père. Ils ont complètement contourné la réceptionniste choquée, sont entrés directement dans son bureau d'angle aux parois de verre, et l'ont arrêté en plein milieu d'une réunion financière à haut risque avec 2 clients d'entreprises très riches. Ils lui ont lu ses droits Miranda à voix haute pour que tout le monde puisse entendre, ont placé ses poignets dans de lourdes menottes en acier,
et l'ont fait défiler à travers le bureau animé des comptables juniors qui l'avaient terrorisé, rabaissé et dénigré pendant des années. Sa parfaite réputation d'entreprise sans faille a été instantanément et définitivement anéantie. Il était activement en lice pour une promotion massive cette année-là, mais cela a disparu à la seconde où les menottes ont cliqué. Il a été formellement accusé de complot de vol de voitures qualifiées, de fraude, et de l'accusation fédérale grave de falsification d'un numéro d'identification de véhicule. L'histoire a fait la une du journal local le lendemain. Le titre était « Une famille locale éminente accusée de vol de voitures classiques et de contrefaçon ». L'article détaillait tout le complot écœurant, le faux acte de vente, l'entrepôt de stockage caché et les plaques de NIV retirées. Mon téléphone a littéralement explosé. Des parents que je connaissais à peine, des gens qui m'avaient complètement ignoré lors des dîners de Thanksgiving en famille pendant des années, m'appelaient soudainement sans arrêt, désespérés d'avoir des ragots. Le stress immense de la situation déchirait la famille élargie avec des rumeurs d'un divorce potentiel entre ma tante et mon oncle à cause de l'immense scandale. Ma tante Marguerite, la femme misérable qui avait toujours fait l'éloge de Thomas, m'a laissé un message vocal cinglant et hurlant, me traitant de monstre pour avoir détruit la famille pour un stupide tas de ferraille. J'ai immédiatement bloqué son numéro. Je me fichais de leurs opinions. Il n'était rien pour moi. Puis sont venus les appels désespérés, pathétiques et larmoyants de la prison du comté. Mes parents ont utilisé leurs appels téléphoniques autorisés pour me supplier d'abandonner les charges. Ma mère a sangloté si fort dans le lourd récepteur en plastique que je pouvais à peine comprendre ses mots frénétiques. Elle m'a supplié de penser à l'avenir de Thomas, affirmant qu'il n'était qu'un garçon confus et qu'une condamnation pour crime ruinerait toute sa vie. Elle ne s'est pas excusée d'avoir volé ma voiture. Elle ne s'est pas excusée d'avoir falsifié mon nom. Elle s'est seulement excusée qu'il se soit fait prendre. Mon père a appelé ensuite. Son ton de manager arrogant et retentissant avait complètement disparu. Il semblait terrifié, petit, faible et brisé. Il m'a supplié de contacter le procureur de district et de leur dire que c'était juste un énorme malentendu familial. Il m'a dit que les frais de justice drainaient déjà son énorme compte d'épargne et que son cabinet l'avait immédiatement renvoyé, révoquant son salaire, ses primes et ses avantages sociaux. Il m'a dit qu'ils allaient perdre la maison et faire face à une faillite totale. J'ai écouté tout son discours pathétique dans un silence glacial absolu. Quand il a finalement manqué de souffle et m'a demandé de dire quelque chose, j'ai parlé d'une voix complètement dépourvue de toute émotion ou pitié. Je lui ai dit qu'il aurait dû penser aux conséquences avant de décider que ma propriété était la sienne à voler. Je lui ai dit de demander à son avocat de la défense coûteux de contacter Maître Dubois s'il avait d'autres questions juridiques. Et j'ai raccroché le téléphone, confronté à la perspective terrifiante d'un procès long et très médiatisé et à une peine de prison d'État garantie. Ils ont tous plaidé coupables à des accusations de crimes réduites. Thomas a été condamné à 8 mois de prison dans la prison du comté. Mes parents s'en sont sortis bien plus mal parce que ma mère a physiquement falsifié la signature et que mon père a orchestré la dissimulation et la falsification du NIV. Ils ont tous les deux reçu 18 mois de probation stricte, des amendes d'État massives et 30 jours éreintants dans la prison du comté. Mon père a perdu définitivement sa licence de CPA. Pour payer les frais de justice massifs, les amendes du tribunal et le jugement massif du procès civil que j'ai intenté contre eux pour les dommages causés à la voiture, ils ont dû mettre la maison de banlieue parfaite sur le marché immobilier et la vendre avec une perte massive et dévastatrice. Ils ont absolument tout perdu. Une fois que la poussière est finalement retombée sur les affaires pénales et que le procès civil a été officiellement clos, le département de police a finalement remis ma Porsche en ma possession physique. Elle avait quelques égratignures mineures sur l'aile à cause du dépanneur négligent, et j'ai dû passer des semaines à naviguer dans un processus juridique très complexe et frustrant avec le service des immatriculations pour obtenir de nouvelles plaques de NIV émises par l'État attaché en permanence au châssis. Mais elle était enfin de retour entre mes mains. La conduire me semblait complètement différent maintenant. Ce n'était plus seulement un projet de restauration amusant. C'était une cicatrice de guerre physique. C'était la preuve physique indéniable que j'avais tenu bon, que je m'étais battu contre mes agresseurs et que j'avais survécu à la trahison ultime. Mais rester dans ma ville natale, passer devant les endroits que je connaissais, me semblait complètement suffocant. Les commérages sans fin, les regards critiques des voisins à l'épicerie, l'anxiété constante de pouvoir tomber sur Thomas en marchant dans la rue, c'était trop de bagages lourds à porter. J'avais besoin d'une ardoise complètement vierge, loin des décombres de mon passé. J'ai pris la meilleure décision de toute ma vie. J'ai fait mes valises, j'ai chargé le coffre de la Porsche et j'ai conduit directement jusqu'au Michigan.
Grand-père Henri était ravi de me revoir. Son état s'était légèrement stabilisé, mais il nécessitait des soins quotidiens constants que ma tante ne pouvait pas fournir de manière cohérente en raison de son propre travail et de ses engagements familiaux. J'ai emménagé dans sa chambre d'amis et j'ai pris en charge ses soins, prenant essentiellement la pleine garde de sa routine médicale quotidienne. J'ai transféré mes crédits universitaires restants à une université locale dans le Nord et j'ai immédiatement trouvé un excellent travail dans un atelier de restauration de voitures classiques haut de gamme. Le propriétaire, un type formidable nommé Grégoire, a vu mon travail méticuleux sur la Porsche et m'a embauché sur le champ, me versant un salaire fantastique qui m'a permis d'économiser agressivement pour mon propre avenir indépendant. Vivre avec grand-père Henri pendant ces quelques derniers mois a été l'expérience la plus profonde et la plus guérissante que j'ai jamais eue de ma vie. Je préparais ses repas, l'aidais à se déplacer dans la maison, et en retour, il m'a donné les conseils paternels et l'amour inconditionnel dont j'avais rêvé toute ma vie. Nous passions nos soirées tranquilles à regarder de vieux westerns sur son canapé usé, la lourde neige de Détroit tombant à l'extérieur de la fenêtre. Mes parents ont essayé de visiter le Michigan exactement une fois pendant cette période. Ils sont venus dans une voiture de location bon marché, voulant voir grand-père et probablement lui demander de l'aide financière puisque leur vie était en ruines absolues et irrécupérables. Grand-père Henri s'est assis dans son fauteuil roulant sur le porche, les a regardés debout dans l'allée enneigée, et leur a explicitement dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus sur sa propriété. Il les a traités d'hypocrites et de voleurs en face. Ils sont repartis honteux, et ce fut la toute dernière fois que j'ai vu ma mère et mon père en personne. Grand-père Henri est décédé paisiblement dans son sommeil environ 6 mois après mon emménagement. J'étais assis dans la chambre avec lui cette dernière nuit, tenant sa main fragile, lui parlant d'un moteur complexe que je reconstruisais à l'atelier. Je l'ai pleuré profondément. Je le pleure encore chaque jour. Les funérailles étaient petites, calmes et profondément respectueuses. Ma famille biologique est venue. Thomas avait l'air terrible, maigre et épuisé après son passage à la prison du comté. Mes parents avaient juste l'air abattus, vieillis de 10 ans, par le stress immense de leur casier judiciaire et de leur ruine financière. Je me tenais de l'autre côté du cimetière. Je ne leur ai pas parlé. J'ai gardé mes distances absolues, m'assurant que grand-père est l'adieu paisible qu'il méritait vraiment sans aucun drame familial toxique. Une semaine après les funérailles, j'ai reçu un appel téléphonique de l'avocat successoral de grand-père Henri. On m'a demandé de venir au bureau pour la lecture formelle du testament final. Mon père était en conférence téléphonique, attendant avec impatience, espérant sans aucun doute un héritage massif pour le sauver de ses dettes écrasantes. L'avocat s'est raclé la gorge et a lu le document. Il était court, précis et incroyablement concis. Grand-père Henri avait formellement déshérité son fils entièrement. Chaque bien, la maison, la vaste propriété immobilière, ses modestes économies de retraite, et sa collection massive d'outils mécaniques coûteux m'ont été entièrement légués en héritage. Mon père a hurlé au téléphone. Il a menacé de contester le testament. L'avocat l'a calmement informé que le testament avait été mis à jour et notarié par un professionnel de la santé vérifiant sa compétence mentale totale juste 3 mois auparavant. Il n'y avait absolument rien que mon père puisse faire. Il n'avait plus rien. L'avocat m'a remis une enveloppe scellée en partant du bureau. C'était une lettre manuscrite de grand-père Henri. Je me suis assis sur le siège du conducteur de la Porsche et je l'ai ouverte. La lettre commençait par les mots « à mon vrai fils ». Il a écrit à quel point il était incroyablement fier de l'homme que j'étais devenu. Il m'a demandé de garder la Porsche en bon état de marche, de garder mes mains sales, et de ne jamais, jamais regarder en arrière les gens qui ont essayé de me briser. J'ai pleuré à chaudes larmes sur le siège avant de cette voiture. C'étaient des larmes de libération profonde. La guerre était officiellement terminée. J'avais gagné. Je vis toujours dans le Michigan. Je possède maintenant la maison de grand-père. J'ai une carrière fantastique, un groupe solide d'amis fidèles qui connaissent ma vraie valeur, et une vie calme et paisible. Chaque dimanche matin, quand le temps est clair, je prends la Porsche 911 vers Highland pour une longue et rapide promenade sur les routes côtières sinueuses au bord du lac, écoutant le rugissement du moteur, me sentant complètement libre. Quant à ma famille biologique, ils essaient encore occasionnellement de me contacter. Ils envoient des emails pathétiques implorant de l'aide financière. Je les supprime sans les lire. Cette porte est complètement fermée, verrouillée en permanence, et j'ai jeté la clé. Faisons une pause un moment. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît,
Aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure dans le sable pour protéger votre propre paix et établir des limites fermes? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.